Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal Imprimatur, le premier d'une longue lignée, je l'espère. Voici les titres. Le gouvernement vient de présenter son nouveau plan éco-phyto. L'objectif, la réduction des pesticides, 10 ans jour pour jour après l'affaire d'intoxication d'écoliers aux pesticides en Gironde. Comment le vignoble bordelais s'est-il adapté ces dernières années ? Un rassemblement contre la transphobie avait lieu hier devant l'hôtel de ville de Bordeaux pour dénoncer la proposition de loi des sénateurs Les Républicains qui vise à interdire les transitions de genre chez les mineurs. Enfin, nous vous parlerons de rugby fauteuil, une pratique qui se démocratise à l'aune des Jeux Olympiques. Mais d'abord, cette information, l'inventeur de la grande dictée, Bernard Pivot, est mort à 89 ans dans sa résidence de Neuilly-sur-Seine. Il a notamment été un fervent animateur d'émissions culturelles à la télévision, dont le fameux programme Apostrophe entre 75 et 90, que vous connaissez sans doute. Vous retiendrez de lui son fameux questionnaire à un invité, votre juron, gros mot ou blasphème favori, ou encore, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous l'entendre vous dire après votre mort, étaient ses questions les plus connues. Bernard Pivot était de ceux qui ont marqué l'histoire de la télévision, on pense à lui. L'affaire Villeneuve, c'était il y a 10 ans, lorsque 23 enfants et leur institutrice étaient pris de malaise après l'épandage de pesticides dans les vignes à proximité d'une école. L'enquête s'est terminée par la condamnation de 2 vignobles, mais au-delà de cette affaire judiciaire, Olivia Frisetti, c'est tout le secteur du vin qui a été bouleversé. 10 ans après, où en est-on ? Oui Adrien, la Gironde affiche une meilleure dynamique. Les molécules les plus toxiques ont été écartées du marché. En 1990, 1250 étaient autorisés contre 450 aujourd'hui. D'après la DRAF, la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt d'Aquitaine. La tendance est à la réduction des produits toxiques comme les CMR qui ne sont présents que dans 6% des volumes de vin cette année contre 35% il y a 10 ans à Bordeaux. Autre espoir, on note le développement du passage en biodynamie des vignes depuis une dizaine d'années. Selon la DRAF, 25% des vignes sont certifiées bio aujourd'hui, contre moins de 10% en 2014. Mais la crise du vin actuelle suscite une crainte, celle d'un arrêt des pratiques environnementales des viticulteurs face aux difficultés qu'ils rencontrent. D'un autre côté, la prolongation du glyphosate par la Commission européenne en novembre 2023 n'a pas envoyé le bon message. En effet, on sait que les plans éco-phyto successifs n'ont pas suffi à réduire de façon draconienne l'usage de produits phytosanitaires. Oui Adrien, aujourd'hui le plan Éco-Phyto 2030 est présenté au gouvernement pour la mise en place d'un nouvel indicateur décrié par les associations de défense de l'environnement. L'objectif principal de réduire 50% des produits phytosanitaires d'ici 2030 reste au programme, même s'il n'a jamais été atteint. Et pourtant, on sait qu'il y a moins de produits phytosanitaires qu'avant la nouvelle réforme et que la nouvelle réforme met en avant le changement de l'indicateur. Oui Adrien, environ un tiers des produits phytosanitaires ont été supprimés en 10 ans selon l'ANSES, mais ça ne veut pas dire que la quantité totale de pesticides utilisés sur les champs en France baisse pour autant. Le NODU, l'indicateur jusque-là utilisé en France pour le mesurer, est à peu près au même niveau qu'il y a 10 ans. En clair, on a supprimé les produits les plus à risque, mais il y a toujours dans l'ensemble autant de pesticides utilisés. Pour les associations de défense de l'environnement, ce plan reste insuffisant. On écoute Sylvie Noni, membre de l'association Alerte Pesticides Haute-Gironde. Ils ont inventé un nouveau thermomètre qui fait que, sur les 10 dernières années, par exemple, les ventes de pesticides exprimées avec ce nouvel indicateur, HRI1, ont baissé de près de 40%. Alors qu'en fait, elles n'ont pas du tout baissé de 40%, elles sont à 3% au-dessus du niveau d'il y a 10 ans. Malgré tout, le tournant majeur du plan reste le changement de l'indicateur, mais les ONG nous font remarquer qu'un changement de thermomètre ne fait pas chuter la température en baisse. Et enfin, Adrien, la réforme de ce plan prévoit 250 millions d'euros dédiés à la recherche de solutions alternatives, comme les produits de biocontrôle. Un impressionnant orage a touché le département de la Dordogne ce dimanche, provoquant des inondations et des chutes d'arbres, pluie, grêle, coulées de boue ou encore même une tornade. Plusieurs communes de la région de Bergerac ont été particulièrement touchées. 2 jours de fortes pluies attendent encore les Périgourdins. Le niveau de la Dordogne devrait également monter avant le retour du beau temps.
Le chantier des aménagements ferroviaires du nord de Toulouse sera lancé demain. Cela fait partie des premières étapes de la construction de la ligne grande vitesse Bordeaux-Toulouse, contre laquelle de nombreux collectifs protestent depuis des années. Philippe Gaillard, membre des collectifs LGVEA et Alt TGV Bordeaux-Sud, ne démoralise pas pour autant. Il est un habitant de Saint-Médard-d'Hérens, une commune au sud de Bordeaux, où une maison a déjà été démolie, et il entend bien continuer la lutte qu'il a commencée il y a 20 ans. On lutte contre les passages à niveau qui vont être fermés, dont le village va être coupé en deux, dont tous les gens vont être obligés de faire un grand détour. Il va y avoir un nouveau pont, donc c'est catastrophique. Et puis le bruit, imaginez un petit peu le village avec un mur anti-bruit de chaque côté, ça va être charmant. Les passages à niveau vont disparaître. Il y aura une passerelle au passage à niveau qui va à l'île Saint-Georges, une passerelle piéton, bien sûr. Il faudra quand même être jeune pour monter parce que la passerelle, elle passe sur les caténaires, ça va être quand même chaud. La communauté transgenre mobilisée hier à Bordeaux devant l'hôtel de ville. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées en soutien à la communauté trans. Elle dénonce une offensive transphobe de la part des sénateurs Les Républicains. Leur proposition de loi vise à interdire les transitions de genre chez les mineurs. Je vous propose de les écouter. Il s'agit vraiment de la survie en fait, des prochaines générations trans, des personnes trans en général, des enfants trans, des adolescents non-binaires. Ça m'énerve concrètement parce que voilà, puis ça me rend triste en fait que malgré tout ce qu'on fait, les gens ne comprennent pas et veulent juste nous empêcher de vivre concrètement. Quand on lit par exemple le rapport qui a été fait sur les mineurs trans par les Républicains, ce qu'on voit c'est qu'en sous-texte, ce qui est attaque, c'est déjà le droit des personnes trans de manière générale, c'est-à-dire que le rapport est intitulé comme un rapport sur les mineurs trans et qu'en fait ce qui est attaqué, c'est les transitions avant 25 ans, donc entre 18 et 25 ans on n'est plus du tout mineur, puis l'accès de manière générale aux transitions médicales. Le 28 mai, le texte dénoncé par les associations LGBT sera examiné au Sénat. Damien Cornette, vous vous êtes penché sur cette proposition de loi. Que dit-elle ? Le rapport liste 16 mesures pour encadrer la prise en charge médicale et psychologique des mineurs dans leur transition de genre. Parmi elles, l'interdiction de tout acte médical lié à la transidentité, à savoir les bloqueurs de puberté, les traitements hormonaux féminisants ou masculinisants et les chirurgies. Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice du Val d'Oise à la tête du groupe de travail, s'est justifiée dans un entretien au Figaro, je cite « Avant 18 ans, le consentement n'est pas le même qu'à l'âge adulte et les enfants risquent de prendre des décisions parfois irréversibles que certains regrettent plus tard. Si aucune étude scientifique n'a été publiée en France à l'heure actuelle, aux États-Unis, des chercheurs ont révélé en 2022 que sur 300 mineurs transgenres, seulement 2,5% d'entre eux ont souhaité opérer une détransition. Enfin, les sénateurs exigent une prise en charge psychiatrique avant d'entamer le parcours de transition des enfants et adolescents. Pourtant, Damien, les transitions de genre sont déjà strictement encadrées en France. Et oui, pour les mineurs, les chirurgies de réassignation qui permettent le changement de genre au niveau génital n'est accessible qu'à partir de 18 ans, à l'exception de la transformation de la poitrine féminine en torse masculin. Les traitements hormonaux sont eux autorisés à partir de 16 ans avec l'accord parental. Même s'il n'est pas obligatoire le diagnostic par un psychiatre d'une dysphorie de genre, c'est-à-dire l'expression d'un genre différent du sexe de naissance, est la plupart du temps exigé avant tout traitement médical. Et en France, concrètement, combien de mineurs sont concernés ? En 2020, sur les 9000 personnes en France engagées dans un parcours médical de transition, seuls 294 sont des mineurs, soit 3,3%. Mais Adrien, au-delà de la dimension médicale, les associations LGBT s'accordent toutes pour assurer que la transition se fait avant tout dans la sphère sociale, avec un changement de prénom, de pronom, de style vestimentaire ou de coupe de cheveux. Elles craignent que cette proposition de loi débattue le 28 mai prochain au Sénat ne soit qu'une première étape vers la réduction de droits sociaux des personnes transgenres. Merci Damien. Depuis ce matin, le paquebot Sirena est amarré à Bordeaux le long de la Garonne. Avec 25 mètres de large et 180 mètres de long, c'est un géant des mers qui est en visite dans la capitale girondine. Un événement qui fait toujours autant polémique du fait notamment de la grande pollution qu'un tel bateau génère. Jusqu'en octobre, 47 bateaux feront escale sur la Garonne.
à Senon, un marché qui s'adapte aux horaires des travailleurs. C'est nouveau, c'est inédit. Vendredi dernier, le week-end s'est ouvert avec l'inauguration du marché Carnot à Senon sur le parvis de l'hôtel de ville. Un nouveau rendez-vous bimensuel pour les habitants. Exit les marchés matinaux. Celui-ci est nocturne. Un moyen pour la mairie d'attirer un nouveau public. Un reportage signé Noah Darcel et Paty Delaspre. La météo nuageuse n'aura pas découragé ses clients. Un pot, tu veux quoi comme pot? Le premier marché nocturne de Senon vient d'être inauguré. 2 fois par mois, de 18h30 à 21h, habitants ou visiteurs peuvent venir y faire leurs emplettes. Ce marché vient en complément de celui du mercredi, avec des horaires plus tardifs. Une aubaine pour la commune. Le mercredi matin, tous ceux qui travaillent ne pouvaient pas y aller. Donc là, ça permet aux jeunes couples, aux papas et aux mamans d'enfants relativement jeunes, de pouvoir venir ici. Le pari semble réussi selon Vincent Minot, apiculteur. Vous voulez goûter ou pas, mesdames, messieurs, dames? On a quand même pas mal de familles, parce que là, il y a quand même pas mal d'enfants, de parents, de mamans, de papas, et c'est vrai que sur le marché à Senon, il y a principalement des personnes âgées. Autre avantage pour les producteurs, les touristes. Déjà, les marchés du soir, c'est en été. Donc il y a des touristes, il y a des gens qui sont en vacances, même en locaux, donc ils ont plus le temps. Et ils sont plus détendus. Cette nouvelle offre, c'est l'occasion pour Mathis de faire enfin ses achats auprès des producteurs locaux. C'est plus intéressant le vendredi soir parce que, en termes de disponibilité, le mercredi, globalement, avec le travail, c'est moins pratique pour moi. Un marché aux horaires plus arrangeants et à l'ambiance conviviale. C'est sympa comme tout, c'est bien, ça mène de la vie dans le quartier qui en manque pas mal quand même. Si en plus il est ouvert tout l'été, il y a bien 1 ou 2 fois où on restera manger directement sur place. Le marché Carnot vient donc s'ajouter à la trentaine de marchés nocturnes de Gironde. Au fil des rendez-vous, le maire espère que d'autres producteurs viendront s'installer aux côtés des 8 déjà présents. Prochain rendez-vous pour les Senonnais le 24 mai. Partons maintenant sur le parquet de Mont-de-Marsan où Basketland est venu arracher sa qualification en finale de la Ligue féminine hier après-midi. Vaincues au match aller, les Landaises ont renversé la situation en battant Tarbes 65-54 au terme d'une rencontre haletante. Les joueuses affronteront Villeneuve d'Ascq en finale. Prochain rendez-vous samedi à 20h45. Une autre bonne nouvelle du côté du rugby, le Stade Langonais est parvenu à se défaire de Rennes lors de la demi-finale nationale de hier. Une victoire 25-8 pour l'équipe girondine, juste promue dans le championnat. Les rugbymen joueront une nouvelle finale d'ascension dimanche à Massy contre Marc-en-Barœul. On embarque maintenant en direction de Mérignac, dernière étape du championnat de France rugby fauteuil. Ce week-end, l'équipe bordelaise s'est opposée en National 2 à Lille, Paris et Niort. L'association Drop de Béton, dont l'équipe fait partie, milite depuis de nombreuses années pour que le rugby soit un facteur d'inclusion par rapport au handicap. Un reportage de Zian Palot et Lily Patman. Mérignac, 10h30. Les fauteuils s'entrechoquent au complexe Daniel Colombier. Pour le capitaine de l'équipe Drop de Béton UBB Yannick Thévenet, le rugby fauteuil a été un moyen d'accepter son handicap. J'étais compatible pour le rugby, j'étais joueur de rugby avant valide. Passer un fauteuil roulant, je me suis dit c'est un désastre, comment je vais faire? J'ai vu ce sport, moi qui étais entre guillemets bourrin, quand j'ai vu ça, j'ai dit il faut que j'essaye. C'est le dernier match de l'année pour l'équipe bordelaise qui affronte Niort lors de cette finale basse nationale. Encouragée par une cinquantaine de supporters, Adeline Merlet franchit la ligne adverse pour marquer un essai. L'attaquante est la seule femme parmi les 12 licenciés de rugby fauteuil en Gironde. C'est un des rares sports qui soit mixte et en plus c'est un sport d'impact. Et en fait rencontrer les coéquipiers, ça m'a permis de me dire que finalement il y a quelque chose après. À 4 contre 4 sur un terrain de basket, les joueurs utilisent un ballon de volley et les passes en avant sont autorisées. Selon l'entraîneur Cédric Dubord, le maître mot, c'est l'inclusivité. Le rugby fauteuil, c'est vraiment réservé pour un public particulier. Il y a très peu de sport pour ces personnes-là. Et donc comme ils ont un sport qui est vraiment adapté pour eux, ils s'éclatent. Ils ont à cœur de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger, de se retrouver sur des événements comme ce week-end. C'est en 2000, à Sydney, que le rugby fauteuil est entré dans le programme officiel des Jeux paralympiques, une discipline en pleine démocratisation.
France Télévisions donc diffuse 100 heures de direct. Alors c'est peu, mais c'est quand même bien et ça permet de faire voir le parasport. Drop de Béton UBB s'est incliné 39-51. Au JO 2024, les rencontres de rugby fauteuil auront lieu du 29 août au 2 septembre. Rendez-vous en 2025 pour voir vos joueurs bordelais s'affronter à nouveau en championnat de France. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce midi, Loéva Clavry à l'antenne et son équipe pour préparer, vous proposer votre journal de la mi-journée. Très bonne soirée à tous.